En novembre 1912, la construction avançait rapidement. Les ouvriers assemblaient les ailes massives à partir de composantes individuelles. Le fuselage de l'avion approchait de son achèvement et sa cabine spacieuse subissait les dernières retouches. Des rapports concernant un appareil volant colossal construit par le chantier naval russe de la Baltique avaient déjà commencé à circuler dans toute la capitale. La majorité des spécialistes de l'aéronautique doutaient de la faisabilité de construire un avion de proportions aussi immenses. De nombreux facteurs contribuaient à leur scepticisme. Par exemple, la théorie dominante soutenait qu'une aile générait de la portance par son bord d'attaque, déplaçant les particules d'air vers l'arrière. Par conséquent, étendre l'envergure au-delà de certaines dimensions était jugé inefficace. À cette époque, la compréhension que la force de portance principale résultait de la réduction de la pression atmosphérique au-dessus de la surface supérieure profilée de l'aile, lorsque l'air s'écoulait sur celle-ci, n'était pas encore établie. Beaucoup citaient des exemples naturels où les organismes aériens présentaient des limites distinctes en termes de taille et de masse. L'autruche, affirmait-on, représentait une espèce aviaire lourde et maladroite capable uniquement de locomotion terrestre. Les critiques ont rapidement comparé cette observation aux défis rencontrés par un grand avion. Sikorsky maintenait fermement sa perspective. S'adressant au deuxième congrès aéronautique pan-russe en 1912, il affirma que l'avenir du vol résidait dans des avions substantiels mais rapides, dont la vitesse et la masse considérables procureraient aux aviateurs une stabilité fiable en altitude. Une masse significative combinée à une vitesse élevée constitue l'élément fondamental du progrès de l'aviation. Il n'y a pas lieu d'appréhender les avions de grande taille et lourds. Donner une vitesse suffisante et l'on pourrait élever un wagon de chemin de fer complet dans l'atmosphère. La capacité de rotation des pilotes en vol, la résilience du vol malgré les pannes de moteur et la maintenance aérienne directe des groupes motopropulseurs représentent des avantages significatifs inhérents aux grands avions. Au-delà de Sikorsky, qui maintenait la certitude de ses calculs, Shidlovsky fut également examiné. Sa position était plus difficile, car il ne dépendait que de son jugement instinctif. Initialement, tous les sceptiques s'accordaient dans leurs prévisions. L'avion se révélerait excessivement massif, l'empêchant de décoller même avec sa vaste envergure. De plus, s'il parvenait d'une manière ou d'une autre à prendre l'air, son inertie inhérente le rendrait incontrôlable en vol, particulièrement lors de la descente. Les informations dérivées des petits avions ne pouvaient pas être directement appliquées à leurs homologues plus grands. Deuxièmement, un système de propulsion multimoteur était censé introduire de nombreuses complications. Si même un seul moteur tombait en panne, l'équilibre serait si gravement compromis que la gestion de l'avion deviendrait irréalisable. Des précédents historiques existaient, comme un avion monomoteur à double hélice, où une défaillance de la chaîne de transmission avait entraîné un crash catastrophique. Troisièmement, un poste de pilotage fermé priverait l'aviateur de la capacité de percevoir l'intensité et la trajectoire du flux d'air, entravant ainsi les ajustements rapides du contrôle de l'avion. Sikorsky s'abstint de s'engager dans des débats, n'offrant que des déclarations générales et transmet une assurance inébranlable par son comportement. Cependant, lorsqu'il était seul, il vérifiait à plusieurs reprises ses calculs. Tout semblait exact, mais il se demandait si une erreur n'avait pas pu se produire lors des étapes initiales. Il réexamina et évalua méticuleusement chaque aspect. Le concept d'employer des groupes motopropulseurs redondants pour augmenter la poussée et améliorer la sécurité opérationnelle n'était, après tout, pas une notion sans précédent. D'éminents ingénieurs aéronautiques avaient déjà tenté de construire des avions multipassagers. Certaines entreprises, dont l'allemande Linke Hofmann et la britannique Short, cherchaient à équiper un avion de 2 moteurs et à fusionner leur puissance sur une seule hélice. Cette approche nécessitait un système de transmission complexe et s'est par conséquent avérée infructueuse. Une conception plus pragmatique fut ensuite proposée par l'ingénieur russe doué, Lutske, concernant l'avion qu'il construisit en 1910 chez la société allemande Daimler. Dans sa conception, 2 moteurs étaient positionnés en tandem, chaque moteur alimentant l'une des 2 hélices fixées à un arbre commun. L'avion résultant s'avéra efficace et fut, à cette période, considéré comme l'un des plus grands du globe. Néanmoins, aucun ingénieur aéronautique n'avait encore osé monter des moteurs directement sur les ailes, détachés du fuselage principal. Les données historiques d'accidents ne soutenaient pas ceux qui persistaient dans leurs efforts. De plus, des scientifiques respectés affirmaient que les avions avaient déjà atteint leurs dimensions et poids maximaux possibles, et toute augmentation supplémentaire rendrait les machines incapables de voler. Parmi ces critiques figurait le célèbre aérodynamicien britannique Lanchester, qui étayait ses arguments par des calculs scientifiques apparemment persuasifs.
Il obtint également du soutien en Russie. Par exemple, Mendeleev, le fils de l'éminent chimiste, s'opposa de la même manière à la vision de Sikorsky pour le développement d'un avion multimoteur pratique. De nombreuses considérations exigeaient de l'attention. Néanmoins, un groupe d'enthousiastes dévoués, ignorant toutes les autres préoccupations, travailla avec une grande intensité. Il ne percevait aucun obstacle à la réalisation de cet objectif novateur, la construction d'un avion à grande échelle. Au-delà de la fabrication de nouveaux composants structurels, l'équipe devait également concevoir l'instrumentation de vol et d'autres équipements essentiels, les intégrer à l'avion, concevoir un train d'atterrissage spécialisé et configurer le groupe motopropulseur unique ainsi que ses éléments constitutifs. Ces individus dévoués maintenaient une journée de travail de 14 heures. Début 1913, le fuselage et les ailes approchaient de leur achèvement, leur taille imposante ayant un impact significatif. Le personnel de l'usine, connu pour ses surnoms inventifs, baptisa l'avion Grand, signifiant son échelle impressionnante. Ce surnom approprié s'établit fermement et fut finalement adopté comme sa désignation officielle. En février 1913, la fabrication de tous les composants de l'avion était en grande partie terminée. Une réunion de la section aviation de la Société technique russe se tint le 6 mars 1913. Lors de ce rassemblement, le célèbre concepteur Igor Sikorsky fit une présentation détaillant ses efforts de 1908 à 1913. Rendant compte des débats, le journal Ruski Invalid déclara « Le travail de Sikorsky est particulièrement remarquable car il a suivi sa propre voie distincte, opérant de manière entièrement autonome. En 1908, il construisit sa première paire d'hélicoptères. Plus précisément, ceux-ci furent achevés en 1909 et 1910, respectivement. En 1912, il avait déjà conçu 6 modèles d'avions distincts, dont l'un avait remporté le premier prix au concours militaire de l'année précédente. Cet avion particulier se distinguait, car ses caractéristiques opérationnelles, plus tard entièrement validées par l'application pratique, étaient comprises par le concepteur bien avant sa construction. Ces attributs avaient été précisément calculés en utilisant une méthodologie unique conçue par Sikorsky. Lors des vols avec cet avion, Sikorsky utilisa un instrument spécialisé, l'indicateur de vitesse de l'ingénieur Slesserev. Concluant sa présentation, Sikorsky articula sa perspective sur la trajectoire future de l'aviation. Il croyait que le progrès de l'aviation à ce moment-là chancelait et s'écartait de la bonne voie. L'accent, affirme-t-il, devrait être mis sur l'ingénierie scientifique des avions et l'examen approfondi et scientifique de chaque aspect de leur développement. Il affirma l'impératif de construire des avions multimoteurs substantiels, hautement fiables, capables de transporter plusieurs individus. Ces machines, proposa-t-il, devraient être conçues pour permettre aux pilotes d'alterner leurs fonctions en vol et d'activer des moteurs de réserve en l'air. Lors de la discussion qui suivit ce rapport, le professeur Vanderbilt souligna la congruence remarquablement encourageante entre les résultats pratiques obtenus par Sikorsky et les découvertes théoriques du professeur Batezat, éminent docteur en sciences mathématiques de l'Université de Paris. Le colonel Nedenhoff, ingénieur militaire et président de la section, exprima sa gratitude au présentateur pour son rapport perspicace et observa que Sikorsky poursuivait déjà ses mêmes objectifs. Les vols inauguraux de son colossal nouvel avion, le Grand, étaient anticipés dans un futur immédiat. L'assemblage final du Grand eut lieu à l'aérodrome de Komandansky, s'achevant début mars 1913. À ce stade, la machine colossale se présenta à ses concepteurs dans toute sa magnificence imposante. Les badauds curieux étaient continuellement étonnés par son échelle colossale et l'audace de ses concepts d'ingénierie. Il semblait improbable qu'un appareil de proportions aussi immenses puisse réaliser un vol soutenu. Les dimensions et la masse du Grand étaient environ le double de celles de tout autre avion existant alors dans l'aviation mondiale. L'aile supérieure présentait une envergure de 89 pieds, tandis que l'aile inférieure mesurait 66 pieds, ce qui donnait une surface combinée de 1345 pieds carrés. Le poids maximal au décollage de l'avion dépassait 6600 livres. Structurellement, il ressemblait à une itération agrandie des conceptions d'avions antérieures de Sikorsky, bien que présentant une configuration altérée pour son groupe motopropulseur. Selon les spécifications de conception, 4 moteurs, chacun d'une puissance de 100 chevaux, étaient montés par paire sur l'aile inférieure, adjacent au fuselage. Cet arrangement fut mis en œuvre pour s'assurer que, en cas de dysfonctionnement d'un moteur, le moment de l'asset résultant serait minimisé. En positionnant les moteurs sur les ailes, la cabine de l'avion a gagné en capacité de charge utile, son système de refroidissement est devenu moins complexe et l'entretien au sol a été facilité.
Un fuselage allongé a contribué à une stabilité directionnelle plus efficace. Une compensation de type Horn a été intégrée à la conception des deux gouvernes de direction. De plus, le stabilisateur vertical présentait une section transversale convexo-concave, similaire à un profil aérodynamique. La surface convexe de la dérive verticale était orientée vers le fuselage. Cette conception garantissait qu'en cas de panne moteur, le flux d'air des moteurs opérationnels sur la dérive profilée générerait un moment correcteur. Par conséquent, le risque opérationnel inhérent était structurellement atténué au niveau le plus bas possible. Compte tenu de l'absence de protubérance de moteur et du fuselage allongé, le centre de gravité de l'avion était situé à l'arrière du caisson de voilure, ce qui a nécessité que l'empennage horizontal soit conçu comme un grand composant porteur. Le caisson de voilure de l'avion Grand intégrait 4 entretoises renforcées par des haubans en corde à piano. Les ailes de l'avion présentaient un profil élancé et une construction à 2 longerons. Ces longerons en forme de caisson étaient assemblés à l'aide de cols de menuisier et fixés avec des vis en laiton. De plus, les nervures intégraient des parois en contreplaqué et des chapeaux en pin. Les surfaces des ailes étaient enveloppées de tissu, puis traitées avec un vernis aéronautique spécialisé. Le fuselage de l'avion comprenait une structure quadrilatérale, fabriquée à partir d'un matériau unique appelé arbalète. Les principaux éléments structurels, ou longerons, du fuselage étaient fabriqués en bois de frêne. Le fuselage mesurait 4,6 pieds de largeur à sa section avant, diminuant progressivement jusqu'à 2 pieds vers la queue. Sa hauteur était de 3 pieds à la fois dans le nez et les parties centrales, se réduisant progressivement à presque 0 à l'arrière. Pour renforcer sa rigidité, le fuselage exceptionnellement élancé était renforcé par des treillis, qui étaient haubannés à la fois au-dessus et en dessous à l'aide de cordes à piano mesurant 0,14 pouces d'épaisseur. La section avant du fuselage comportait un balcon ouvert, suivi d'une cabine fermée et vitrée qui s'étendait au-dessus de la structure principale du fuselage, mesurant 19 pieds de long et 6 pieds de haut. À l'intérieur de la cabine, 2 sièges de pilote étaient installés, positionnés devant une cloison vitrée qui comprenait une porte donnant accès au salon passager. Au-delà de ce salon, des toilettes et des lavabos étaient situés. Le salon passager était aménagé avec plusieurs fauteuils en osier et une table centrale. Les observateurs ont noté que la visibilité depuis la cabine était superbe. Cet avion a marqué une première mondiale, intégrant une cabine fermée et un salon passager d'une taille sans précédent. Son train d'atterrissage, bien que quelque peu encombrant, s'est avéré très fiable, comprenant 8 paires de roues recouvertes de cuir, fixées entre des patins à l'aide de cordes. La stabilité et le mouvement de l'avion étaient gérés par des amortisseurs et un réseau d'entretoises métalliques. Le pilotage était réalisé à l'aide de doubles volants de commande et de pédales correspondantes. Les mécanismes de commande fonctionnaient par câble. Le siège du pilote commandant de bord était situé sur le côté gauche, une disposition standard qui perdure encore aujourd'hui. À côté du commandant se trouvait l'instrumentation principale et toutes les commandes de gestion des moteurs. Les moteurs avant avaient été montés sur l'avion dès les premiers jours de mars. Sikorsky a choisi de mener les premiers essais de l'avion avec ses moteurs nouvellement installés. Néanmoins, les conditions météorologiques dominantes se sont avérées défavorables. Des portions de la couverture neigeuse de l'aérodrome avaient fondu, transformant le sol en un bourbier boueux et glissant. Malgré ces conditions difficiles, le 15 mars, plusieurs roulages et un bref saut en l'air ont été exécutés avec succès, suscitant l'optimisme pour des essais ultérieurs réussis. Suite à des pluies ultérieures, l'état de l'aérodrome s'est gravement détérioré. Par conséquent, la poursuite des essais dans un avenir immédiat est devenue irréalisable. L'avion Grand a été démonté et transféré à l'aérodrome militaire principal, qui, comme prévu, maintenait des conditions de terrain supérieures. Sur ce nouveau site, le terrain pouvait être efficacement drainé. De plus, les hangars et les aires de stationnement des avions étaient sous surveillance. Au début d'avril, le Grand était prêt pour de nouveaux essais. Tout au long de ce mois, de nombreux essais au sol et de brèves manœuvres aériennes ont été effectués dans les limites de l'aérodrome. Au cours de ces essais, l'avion a constamment maintenu sa direction prévue sans difficulté. Avec le manche de commande en position neutre, la queue de l'avion se soulevait de manière autonome. Sa distance de décollage mesurait approximativement 1300 pieds. Après le décollage, Sikorsky a intentionnellement réduit la puissance des moteurs, faisant revenir le Grand au sol.
Ces vols préliminaires ont confirmé que l'avion présentait une réponse normale et attendue à ses commandes. En raison de ses dimensions substantielles et de sa masse considérable, l'avion a montré une inertie notable, entraînant un léger délai dans sa réactivité. Le concepteur en chef a consacré de longues périodes à être présent dans le cockpit. Depuis sa position dans le siège du pilote, il a méticuleusement visualisé le vol circulaire inaugural, révisant à plusieurs reprises ses actions prévues pour divers scénarios défavorables potentiels. La nature fermée du cockpit ne posait pas de problème à Sikorsky, malgré les réserves de la plupart des autres professionnels de l'aviation. Dans les avions à cockpit ouvert, les pilotes pouvaient percevoir la direction et l'intensité du flux d'air. La force de l'air contre leur visage fournissait une indication de la vitesse, tandis que sa direction révélait tout dérapage latéral. Cette entrée sensorielle directe permettait aux pilotes de réagir instantanément avec les commandes, donnant naissance à la notion de instinct d'oiseau, souvent considérée comme une capacité innée non universellement possédée. Cependant, le cockpit fermé, tout en offrant commodité et confort, privait simultanément le pilote de ses expériences sensorielles vitales. Par conséquent, les pilotes étaient contraints de dépendre uniquement de l'instrumentation et de leur expertise en ingénierie, plutôt que de tout prétendu instinct d'oiseau inné. Bien que la panoplie d'instruments fût limitée, ils fournissaient des données cruciales, notamment un compas et 4 tachymètres. Chaque tachymètre affichait les révolutions par minute pour son moteur respectif. De plus, le cockpit comportait 2 altimètres et 2 dispositifs conçus pour mesurer la vitesse de vol. L'un de ces instruments de vitesse consistait en un tube de verre en forme de U contenant de l'alcool, avec une extrémité scellée et l'autre reliée à la prise de pression d'air. Un indicateur de dérapage séparé utilisait un tube de verre incurvé abritant une bille mobile. L'inclinaison de l'avion était déterminée par un tube comparable qui servait également d'instrument pour évaluer les angles de montée, de vol en palier et de descente. Ces instruments relativement simples permettaient de contrôler efficacement l'avion dans des conditions atmosphériques calmes, même en l'absence d'un horizon visible. Lors de ces simulations mentales de vol, Sikorsky s'entraînait à jeter des coups d'œil brefs et précis aux instruments, s'assurant de ne pas perdre de temps à les localiser. Ces procédures opérationnelles devaient être affinées jusqu'à un niveau automatique. Bien que tous les systèmes semblassent avoir été minutieusement inspectés et calibrés, l'expérience antérieure de Sikorsky lui avait appris que même un détail mineur et imprévu pouvait finalement déterminer le succès ou l'échec d'un vol. Par conséquent, il a continué à examiner et à affiner méticuleusement l'avion à plusieurs reprises. Les enjeux étaient exceptionnellement élevés. Un vol inaugural infructueux avait le potentiel de saper gravement l'ensemble du concept de développement d'avions à grande échelle. Pour cette raison cruciale, Sikorsky a fait preuve d'une attention et d'une prudence extraordinaires dans ses préparatifs pour cette première entreprise. L'avion et lui-même étant méticuleusement préparé pour le vol circulaire prévu et encouragé par les premiers essais réussis, Sikorsky a choisi d'exécuter un vol en ligne droite d'une extrémité à l'autre de l'aérodrome avant de tenter le circuit complet. Les dimensions étendues du terrain le permettaient, car l'aérodrome s'étendait entre la voie ferrée de la Baltique et l'avenue Zabalkansky, spécifiquement de la zone actuelle d'Elektrosila à la rue Gostello. Au cours de ce vol particulier, son objectif était de monter à une altitude variant de 33 à 50 pieds et de la maintenir pendant plusieurs secondes, tout en restant dans les dimensions admissibles de l'aérodrome et en tenant compte de la distance d'atterrissage nécessaire. Pendant ce temps, Panasuk reçut l'instruction de se positionner sur un balcon tenant une longue perche. L'idée derrière cela était qu'à mesure que l'avion descendait, Panasuk signalerait au pilote pour la sécurité l'instant où la perche toucherait le sol. La perche elle-même était conçue avec une section prédécoupée, garantissant qu'elle se briserait à l'impact. Sikorsky a conçu cette technique de mesure spécifique pour vérifier son évaluation personnelle de la hauteur de l'avion au-dessus du sol. C'était crucial, car le cockpit fermé offrait un champ de vision diminué, et la présence de vitrages et de cadres structurels interférait davantage avec sa perception habituelle de la distance. Le 27 avril, il fut contraint de mettre en œuvre ces mesures de précaution pour la première fois. Sikorsky manœuvra le Grand en le faisant rouler jusqu'à la position de départ désignée. Les moteurs de l'avion avaient atteint leur température de fonctionnement optimale. Le pilote procéda à un dernier essai, les faisant tourner à leur vitesse de rotation maximale. Toutes les conditions semblaient normales. Sikorsky examina ses environs. À gauche, au-delà de la lisière des arbres, la ruelle Glubodatny était visible. Droit devant, les hauteurs de Pulkovo s'élevaient de manière proéminente.
Aucune obstruction n'était présente. L'équipage était prêt. Le mécanicien occupait la position du balcon, tandis que le copilote, Jankowski, était assis à son poste. Le décollage était imminent. Le pilote avança les manettes des gaz d'un mouvement fluide et immédiatement après, le grand commença son roulage au sol. L'énorme appareil accéléra progressivement. Malgré une expérience préalable avec de courts sauts d'essai, Sikorsky trouva la course au décollage excessivement lente. Néanmoins, peu après, comme à l'accoutumée, il sentit une pression sur le manche de commande et les palonniers. Les surfaces de contrôle aérodynamique gagnèrent en efficacité, facilitant le maintien précis du cap prévu en s'alignant sur le repère au sol choisi. La queue se souleva du sol. La vitesse de décollage approchait. Sikorsky tira doucement le manche de commande vers l'arrière et les vibrations et irrégularités cessèrent brusquement. L'avion monta à une vitesse lente. Il devint évident que la puissance moteur disponible était nettement insuffisante. Sikorsky effectua des actions rapides sur le manche, le déplaçant d'avant en arrière, de gauche à droite et également avec les palonniers. L'appareil réagit en conséquence. L'ascension persista. Le pilote vérifia rapidement l'instrumentation. La vitesse anémométrique indiquait 50 miles par heure. L'altimètre indiquait 33 pieds. Tous les paramètres semblaient satisfaisants. Le pilote ramena doucement l'appareil à une assiette horizontale et, quelques instants plus tard, en diminuant la puissance moteur, amorça une descente. Cependant, il perçut immédiatement que le taux de vitesse verticale était légèrement supérieur à ce qui était anticipé. Il jugea nécessaire d'augmenter la puissance moteur. Le train d'atterrissage absorba l'impact des secousses et des bosses de l'atterrissage, tandis que l'appareil roulait sur la surface de la piste. Les résultats des premiers essais se révélèrent plutôt prometteurs. L'appareil démontra un contrôle réactif. L'estimation de la hauteur au-dessus du sol était réalisable depuis le cockpit fermé. Par conséquent, le vol circulaire inaugural pouvait désormais être entrepris. Le programme du vol d'essai initial avait été méticuleusement conçu et pré-planifié. Après le décollage, l'objectif était de vérifier le comportement de l'appareil et ses réactions aux différentes commandes. Par la suite, en se posant des conditions favorables, le plan était de monter à une altitude comprise entre 650 et 820 pieds, puis d'évaluer le fonctionnement des procédures de descente et d'atterrissage. La performance globale de la machine devait être observée. Un large circuit incorporant 4 virages standards était requis avant d'amorcer l'approche d'atterrissage. Pour améliorer la sécurité, la manœuvre d'atterrissage devait être exécutée d'une manière non conventionnelle. Opérer à puissance moteur maximale offrait un moyen supplémentaire de réguler l'angle de descente. Conformément au plan de vol, le pilote établirait la configuration d'atterrissage, guiderait soigneusement l'appareil vers le sol, appliquerait une puissance supplémentaire pour atténuer le taux de descente et réaliserait un atterrissage en douceur. Ces mesures offraient un certain degré d'assurance pour un atterrissage sûr, en particulier si les commandes de vol perdaient de leur efficacité à la vitesse d'atterrissage. Si le centre de gravité déviait inopinément de sa position calculée, Sikorsky choisit de positionner le mécanicien sur le balcon extérieur. Le rôle du copilote consistait à rester près du capitaine, prêt à se déplacer vers la plateforme d'observation ou à retourner au compartiment principal selon les instructions. À ce stade, chaque scénario potentiel semblait avoir été anticipé. Les préparatifs étaient terminés. L'impressionnant appareil avait suscité un intérêt public considérable et une foule nombreuse et enthousiaste se rassemblait généralement près de son hangar. Tout le monde attendait avec impatience son premier véritable vol. Tous les présents s'attendaient à être témoins de quelque chose de vraiment remarquable, soit la démonstration réussie de l'ingéniosité humaine à travers le vol de cet appareil colossal, soit un échec tragique signifiant des espoirs anéantis. Indépendamment du résultat, l'événement promettait d'être captivant. L'appréhension de l'ingénieur principal s'intensifia. Un nombre considérable d'individus étaient au courant de son audacieuse entreprise de défier les normes en vigueur et de pionnier une nouvelle approche. Bien qu'il ait une ferme conviction en ses calculs théoriques, il comprenait que l'application pratique présentait souvent des défis imprévus. Finalement, ce soir-là, le hangar était entièrement préparé pour un vol de circuit préliminaire. L'aérodrome militaire, habituellement utilisé par diverses unités aériennes, avait cessé ses opérations, dédiant le terrain aux activités du hangar. Vers 21 heures, l'équipe de Sikorsky acheva tous les préparatifs essentiels pour le vol inaugural, initialement prévu pour le lendemain. Une nuit sereine et lumineuse enveloppait l'aérodrome. Les derniers appareils avaient été déplacés dans leurs abris respectifs. Sikorsky, prêt à partir, se dirigea vers Shedlovsky pour lui faire ses adieux, mais Shedlovsky l'anticipa, observant avec un sourire que l'aérodrome était dégagé. Il semblait qu'il n'y avait aucune justification pour reporter le vol inaugural du Grand.
Franchement, Sikorsky n'avait aucune intention de voler ce jour-là. Toute son attention était portée sur le lendemain, et son plan immédiat était simplement de se reposer. Néanmoins, le conseil de son bienfaiteur, pour qui il éprouvait un profond respect et une grande admiration, exigeait d'être pris en considération. Si le vol devait avoir lieu maintenant, alors qu'il en soit ainsi. Il songea que peut-être ce changement de plan imprévu pourrait finalement s'avérer bénéfique. Les grands rassemblements publics sont souvent témoins d'événements imprévus, et pourtant voici le vol inaugural d'une machine aussi extraordinaire ayant lieu à 22 heures. Le Grand avait déjà été positionné à la périphérie de l'aérodrome. L'air était calme, et sur le ciel pâle, des repères lointains à travers l'aérodrome étaient distinctement discernables. Malgré l'absence de toute notification officielle concernant le vol imminent, un nombre considérable de spectateurs s'était rassemblé. Sikorsky examina rapidement l'appareil, vérifiant de routine les niveaux de carburant et d'huile, avant de s'installer à son poste et d'ordonner l'engagement des hélices. Allumage. Les moteurs rugirent à la vie en succession. La subtile vibration de l'appareil, prêt au décollage, inspira de l'assurance au pilote. Toutes les incertitudes précédentes se dissipèrent. Le copilote Jankowski et le mécanicien, Panasiuk, occupaient leurs postes assignés précisément comme prédéterminés. Très bien alors, avec l'aide divine, pensa-t-il. Les manettes des gaz avancées, le Grand commença son mouvement vers l'avant. Maintenir sa trajectoire s'avéra simple. À ce moment, le pilote perçut une résistance sur la colonne de commande et un léger tremblement dans les palonniers. C'était le moment opportun pour élever la section de queue. Quelques instants plus tard, le Grand prit son envol. Sikorsky constata rapidement que les forces requises sur le manche de commande étaient entièrement satisfaisantes. L'ascension persista. L'altitude de décision critique avait été franchie avec succès. Tous les aspects opérationnels progressaient favorablement. Seul Panasiuk restait à l'avant, positionné sur la plateforme d'observation qui était secouée par l'air en mouvement. À un moment donné, il se retourna et Sikorsky observa l'expression radieuse et satisfaite de son fidèle mécanicien, un compagnon qui avait enduré chaque triomphe et chaque épreuve à ses côtés pendant de nombreuses années. L'aviateur s'efforça de réprimer ses émotions, dédiant toute sa concentration à la manœuvre de l'appareil. Après être monté à 330 pieds, il amorça le premier virage, avec précision. Du côté tribord, les hauteurs de Pulkovo et Srednaya Rogatka apparurent. La machine volante fonctionnait sans problème, malgré l'insuffisance évidente de la puissance de ses deux moteurs pour un appareil de si grande dimension. Le taux de montée était minimal. Peu de temps après, la deuxième manœuvre fut exécutée. Le cap était maintenant au nord, l'appareil montant progressivement. L'avion passa ensuite au-dessus des hangars. Panasiuk fit un geste aux spectateurs rassemblés depuis le balcon, tandis que le copilote observait par la fenêtre. En dessous d'eux, des individus restaient bouche bée devant le spectacle remarquable. Disposant d'une certaine marge d'altitude, la manette des gaz pouvait être légèrement relâchée, permettant au moteur de fonctionner moins intensément et autorisant des mouvements aériens plus vigoureux. La machine maintenait une trajectoire stable et horizontale, avançant à 50 miles par heure. L'appareil montrait une bonne réactivité à ses commandes, bien qu'avec un temps de réaction significativement plus lent que tous les modèles précédents. C'était entièrement compréhensible. C'était une machine volante substantielle, pas un vaisseau agile. Après avoir volé au-delà des hangars, Sikorsky dirigea l'appareil vers le sud. Une fois assuré de sa contrôlabilité satisfaisante, l'aviateur décida d'évaluer les caractéristiques de l'avion en configuration d'atterrissage. Cela représentait un moment critique. Sikorsky guida l'appareil 2 fois en descente, le stabilisant ensuite, puis, en tirant le manche de commande vers l'arrière, le mit en position d'atterrissage avec la poussée des moteurs, s'efforçant diligemment d'éviter un décrochage aérodynamique. L'avion se montra réactif, positionné à 1,5 miles du périmètre de l'aérodrome. Sikorsky effectua ensuite une autre rotation fluide de 180 degrés. Du côté tribord, le palais de Chesmé était situé. La zone urbaine était discernable droit devant, pourtant aucune inattention n'était permise. Une concentration maximale était impérative. Étant donné l'absence de vent, toute orientation d'atterrissage était permise et l'aviateur choisit d'approcher sur un cap nord. Il diminua la puissance du moteur et amorça la descente. L'appareil maintint sa réactivité aux commandes. En atteignant une altitude de 16 pieds, Sikorsky avança la manette des gaz et, maintenant cette hauteur spécifique, dirigea le cap vers les hangars afin de réduire le roulage au sol nécessaire après l'atterrissage. À 1000 pieds de distance, l'aviateur commença une légère élévation du nez de l'avion, diminuant simultanément la puissance par palier. L'avion toucha le sol puis continua à rouler sur la surface.
Sikorsky trouva que la descente manquait de finesse. Après un roulage au sol de 500 pieds, l'appareil cessa son mouvement. Les groupes motopropulseurs fonctionnaient au ralenti. Le membre de l'équipe au sol comprit les signaux tacites de l'aviateur. Il débarqua et procéda à l'inspection du train d'atterrissage. Tous les systèmes étaient nominaux. Le roulage vers les hangars était faisable. Panashuk entra dans le poste de pilotage, mais tout mouvement au sol supplémentaire n'était plus viable. Une foule immense, telle une marée montante, avança rapidement vers l'appareil. Sikorsky, par mesure de précaution, désactiva les groupes motopropulseurs. La population semblait submergée d'allégresse, acclamant bruyamment et gesticulant frénétiquement. L'équipage de vol émergea alors sur la plateforme d'observation. Une vaste foule d'individus extatiques les entourait, affichant une joie si fervente qu'on aurait pu croire qu'ils, plutôt que l'équipage réel, avaient pris part à ce remarquable voyage aérien. L'appareil fut immobilisé par la foule. Sikorsky tenta de se frayer un chemin à travers la dense assemblée, mais il se trouva incapable d'avancer d'un seul pas. Au lieu de cela, il fut hissé en l'air et transporté jusqu'à Shidlovsky, qui partageait ce profond bonheur. Ce triomphe démontra de manière concluante la viabilité du magnifique appareil et justifia son développement continu. Par conséquent, l'installation des moteurs arrière pouvait maintenant se poursuivre. Plusieurs jours furent consacrés au réglage et à la calibration, et peu de temps après, l'impressionnante machine à 4 moteurs fut de nouveau préparée pour ses vols d'essai. Le prochain vol était prévu pour le 6 mai. Néanmoins, ce jour-là apporta des vents puissants, soufflant en rafales entre 40 et 45 miles par heure. Tous les autres appareils restaient soit abrités dans les hangars, soit fermement attachés à des piquets au sol. Les conditions atmosphériques étaient clairement défavorables aux opérations de vol. Malgré cela, Sikorsky décida de ne pas reporter les essais prévus. Sikorsky observa que l'orientation du vent s'alignait avec la piste, concluant qu'une telle vitesse de vent ne posait aucun obstacle pour le ground. Peu de temps après, l'appareil fut positionné au point de décollage. L'appareil présenta un léger tremblement dû aux rafales de vent, mais il maintint une position inébranlable sur le tarmac. L'équipage de vol occupa ses postes et les moteurs subirent leur procédure de chauffe. Sikorsky fit signe en levant la main, incitant le démarreur de l'équipe au sol à diriger le drapeau vers l'avant. La séquence de décollage fut ainsi autorisée à commencer. Le pilote avança les 4 manettes des gaz à leur réglage maximal et le grand commença son mouvement délibéré vers l'avant. Le vent dominant était robuste et le pilote sentit rapidement la résistance aérodynamique caractéristique sur le manche de commande. La section de queue se leva et instantanément, l'appareil se détacha du sol. En raison du puissant vent de face, la vitesse observée par rapport au sol semblait presque négligeable. Cependant, contrairement au vol précédent, l'appareil monta efficacement. Bien que la section de queue semblât marginalement plus lourde, les forces de commande restèrent entièrement dans des paramètres acceptables. Les rafales de vent intermittentes tentèrent de déstabiliser l'appareil. Pourtant, il contrecarra sans effort leur influence. Sikorsky effectua des corrections mineures et faciles à l'inclinaison, affirmant ainsi sa compréhension théorique de l'inertie. À une altitude de 330 pieds, l'appareil exécuta son premier virage avec une performance exemplaire. Peu de temps après, le deuxième virage commença. Tout en maintenant sa montée, Sikorsky diminua progressivement le réglage des gaz du moteur. Tous les systèmes fonctionnaient nominalement. La montée de l'appareil persista. Il atteignit une altitude de 650 pieds. Exécutant le troisième virage, avec les moteurs fonctionnant à leur puissance nominale, l'appareil monta sans effort. Sa vitesse de vol en palier actuel s'enregistrait à 56 miles par heure. L'appareil présenta une excellente stabilité et une contrôlabilité précise. L'intégration des moteurs arrière n'avait introduit qu'une augmentation marginale de ses caractéristiques inertielles. Néanmoins, la puissance de sortie de l'avion avait considérablement augmenté. Suite à la confirmation de sa contrôlabilité standard, le pilote décida d'évaluer la réponse de l'appareil dans des conditions de poussée asymétrique. Il positionna sa main sur une seule manette des gaz et commença une réduction progressive des révolutions du moteur, appliquant simultanément une pression sur la pédale de gouverne opposée. Crucialement, le moteur n'était pas complètement désengagé. Lors de ce vol initial, malgré un fonctionnement avec une puissance moteur considérablement réduite et dans des conditions expérimentales loin d'être idéales, il a été démontré sans équivoque que l'avion conservait une contrôlabilité totale même avec la panne de 2 moteurs d'un même côté. Par la suite, un atterrissage simulé a été effectué. Dans ces conditions, l'avion s'est avéré entièrement maniable, ce qui a conduit le pilote à opter pour une approche d'atterrissage conventionnelle plutôt que la descente motorisée prévue initialement.
La descente de l'avion et l'atterrissage qui a suivi se sont déroulés sans incident. Une fois l'avion complètement immobilisé, l'équipage a brièvement attendu l'équipe au sol, qui était déjà prête pour ses tâches. Comme convenu, Sikorsky a roulé l'avion jusqu'au hangar, uniquement accompagné de son escorte. Compte tenu des conditions de vent dominantes, il aurait été imprudent de manœuvrer la machine de travers, risquant des dommages potentiels. Après ses premiers vols au-dessus de l'aérodrome, une évaluation complète a été menée. Les conclusions ont indiqué que les essais ultérieurs pouvaient se poursuivre et parallèlement, le vol inaugural au-dessus de la ville a été organisé. Les rapports de presse contemporains ont souligné que l'aviateur Sikorsky avait réussi à construire un avion colossal, prêt à marquer de manière significative les annales de l'aéronautique mondiale. Reconnu comme l'effort pionnier réussi dans la construction d'un avion conçu pour de nombreux passagers et propulsé par un ensemble complet de moteurs indépendants de 400 chevaux, le Grand, alors le plus grand avion du monde, a démontré sa pleine capacité de vol même avec 2 moteurs lors des premiers décollages d'essais et des circuits au-dessus de l'aérodrome. Par conséquent, le 10 mai, Sikorsky a commencé une série de vols autour et directement au-dessus de Saint-Pétersbourg. Le Grand a effectué son vol prolongé inaugural au-dessus de Saint-Pétersbourg. Cet exploit faisait suite à un revers la veille, lorsque l'avion s'était embourbé dans un marais, endommageant un patin d'atterrissage et le rendant incapable de décoller. À cette occasion, le vol s'est avéré très réussi. La machine s'est élevée sans effort du sol. Partant de l'aérodrome de Korpusnoye, il est monté à une altitude d'environ 1300 pieds et s'est dirigé vers le port d'Aviron. Par la suite, il a traversé jusqu'à la cathédrale Saint-Isaac, puis est passé au-dessus de l'intégralité de la perspective Nevsky. L'avion a effectué un virage à proximité de la place Znamenaya, a survolé le champ de Mars Semyonovsky et la gare de Tsarskoye Selo, puis est retourné à l'aérodrome de Korpusnoye. Là, il a effectué un atterrissage en douceur presque à son point de départ. Le vol entier s'est terminé après 30 minutes. À bord de l'avion, en plus de Sikorsky, Yankovsky et Panashuk, se trouvaient les pilotes Aleknovich, Raevsky et Miller. Séparément, le 13 mai, plusieurs avions Newport fabriqués sous licence française ont été livrés aux autorités militaires sur l'aérodrome. De nombreux dignitaires distingués sont arrivés à l'aérodrome. Chidlovsky a saisi cette occasion opportune, résolvant de démontrer les capacités de son avion colossal en action. Un correspondant du journal Novoye Vremya, présent à l'événement, a spécifiquement rapporté le 13 mai, sur l'aérodrome, suite à un transfert très réussi de plusieurs avions Newport au département militaire. L'aviateur concepteur Sikorsky, accompagné de 4 passagers, a effectué un vol superbe et entièrement réussi à bord de son avion de conception personnelle connu sous le nom de Bolshoi. L'avion, précédemment connu sous le nom de Grand, après être monté à environ 330 pieds, a maintenu son vol pendant une demi-heure. Fonctionnant en dessous de la puissance moteur maximale, il a atteint une vitesse de 62 miles par heure, a exécuté plusieurs virages larges et précis et a atterri sans incident. Les spectateurs assistant à cette démonstration ont applaudi l'aviateur avec un enthousiasme fervent. Ce vol a réfuté sans équivoque les affirmations de certains concepteurs étrangers qui avaient soutenu que le Bolshoi était incapable de voler. Le 27 mai, le Grand a effectué un vol prolongé supplémentaire. À bord de l'avion, en plus de Sikorsky et Yankovsky, 4 mécaniciens étaient également présents, alternant individuellement puis collectivement en se déplaçant vers le balcon extérieur ou en se regroupant dans la section arrière de la cabine. Ils ont évalué les performances de l'avion avec différentes configurations de centre de gravité. Pendant ce vol, des moteurs ont été intentionnellement désactivés et des virages serrés ont été effectués. La machine a résisté avec succès à des paramètres d'essai progressivement plus rigoureux. Au-delà des scénarios délibérément difficiles mis en œuvre par Sikorsky pendant ses vols, des circonstances imprévues ont également mis à l'épreuve la résilience de l'avion géant et de son équipage. Le 12 juin, alors qu'il montait à une altitude de 50 pieds pendant le décollage, un haubans s'est fracturé et s'est emmêlé dans une hélice, entraînant sa fragmentation. Les débris, bien que ne pénétrant pas dans le cockpit, ont impacté l'aile supérieure. Malgré les défis, l'atterrissage de Sikorsky a été réussi. Ces vols ont fourni des données étendues et des informations précieuses pour une considération ultérieure. Le stabilisateur vertical de l'avion offrait à la fois une stabilité directionnelle et une réserve de contrôle cruciale, même si 2 moteurs d'un même côté tombaient en panne. Cela a conduit à un choix de conception clair, abandonner la configuration de moteurs en tandem et monter plutôt tous les moteurs en ligne sur l'aile.
Bien que la disposition des moteurs en tandem offrait une protection efficace contre la poussée asymétrique en cas de panne d'un seul moteur, elle diminuait simultanément les performances de vol global de l'avion. Cela était dû au fait que l'hélice arrière fonctionnait dans le flux d'air perturbé de l'hélice avant, réduisant ainsi son efficacité. Cette réduction de performance était particulièrement évidente au décollage. Par conséquent, en juin 1913, l'avion a subi une modernisation significative. Les moteurs précédemment situés à l'arrière ont été déplacés et montés en ligne sur l'aile inférieure. Cela représentait un choix d'ingénierie véritablement révolutionnaire. À cette époque, aucun autre concepteur au niveau mondial n'avait osé positionner le groupe motopropulseur dans une configuration aussi nouvelle. Cet arrangement particulier a permis l'acquisition de données de performance comparative pour le même avion utilisant des configurations de moteurs distinctes. Suite au premier vol réussi du Grand, qui présentait encore sa configuration de moteur en tandem, Sikorsky est devenu une figure très recherchée pour des interviews, bien que l'accès n'ait pas été accordé à tous. Un journaliste de Bervia Vedomosti, cependant, a réussi à obtenir une audience avec Sikorsky. Au cours de leur discussion, le concepteur d'avion a déclaré « Parmi toutes mes réalisations à ce jour, le Grand est la plus significative. Tout ce que j'ai créé avant lui n'était guère plus que des kayaks aériens rudimentaires. J'avais nourri une aspiration de longue date pour un grand avion. En commençant sa construction, j'ai fermement établi l'objectif d'incorporer 3 principes fondamentaux dans la conception de cette machine volante, à savoir, premièrement, lors de longs voyages aériens, le pilote devrait avoir la capacité de se reposer en vol. Deuxièmement, une panne moteur en route ne doit pas déterminer le sort du pilote, de l'équipage ou des passagers. Troisièmement, la capacité d'effectuer la maintenance du moteur en vol, le réparant pendant que l'avion est en mouvement. J'ai réussi à réaliser tous ces objectifs, ce qui, je crois, peut établir une nouvelle trajectoire dans la conception des avions. Pendant la construction du Grand, j'ai intrinsèquement considéré son potentiel pour des applications militaires. Actuellement, nous maintenons cet avion et le réservons pour d'importants travaux expérimentaux. Après presque chaque vol, j'implémente diverses modifications et ajustements. Par exemple, suite au vol le plus récent, j'ai modifié l'emplacement des 4 moteurs montés sur l'avion. Ces ajustements m'ont permis d'améliorer la poussée. De plus, j'ai incorporé 2 nouvelles gouvernes et établi un laboratoire volant dédié à bord de l'avion. Essentiellement, chaque fois qu'une nouvelle observation est faite, on procède rapidement à la mise en œuvre d'une correction. La semaine prochaine, j'ai l'intention de reprendre les vols avec cet avion, permettant ainsi de poursuivre son étude en fonctionnement. Je crois qu'il a entièrement rempli les attentes que j'avais pour lui. Au-delà du Grand, j'ai également maintenant achevé le monoplan monocoque, qui est actuellement connu sous le nom de Round. Cet avion particulier est un modèle de course spécialisé, capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 81 miles par heure. De plus, le 10e, un biplan ressemblant à celui avec lequel j'ai remporté un prix lors de la compétition militaire de l'année dernière, devrait également être considéré comme un succès. Sa conception a été affinée sur la base des retours des aviateurs militaires. La machine elle-même est conçue avec une légèreté, une convivialité et une maniabilité exceptionnelle. Bien que sa vitesse de croisière soit de 75 miles par heure, son attribut le plus notable est sa vitesse verticale inégalée en Russie. Cet avion a démontré la capacité de monter à une altitude de 4900 pieds en seulement 8 minutes après le décollage. L'importance stratégique d'une telle ascension verticale rapide en temps de guerre est évidente. Par coïncidence, Aleknovitch a récemment établi un nouveau record d'altitude pan-russe de 11 200 pieds en pilotant le 10e. Cet exploit a dépassé le précédent record d'altitude de 9 800 pieds. Le modèle 10e est devenu exceptionnellement populaire et constitue la conception fondamentale des hydravions. Le vol inaugural de l'avion Grand, doté de sa configuration de moteur en ligne, a eu lieu le 23 juin 1913. Cette modification du moteur a considérablement amélioré ses capacités de décollage et a entraîné des améliorations modestes en termes de vitesse et de taux de montée. Le stabilisateur vertical a conservé son efficacité, permettant à l'avion de maintenir une trajectoire rectiligne même si 2 moteurs d'un même côté tombaient en panne, même lorsque l'avion effectuait un virage. De telles pannes de moteurs présentaient un danger important, car la manœuvre était exécutée à une faible vitesse angulaire. Des rapports concernant cet avion colossal circulaient déjà largement à travers la Russie. Partout en Europe, les gens étaient stupéfaits et avaient du mal à y croire.
Lors de son séjour à Krasnoye Selo, l'empereur Nicolas II exprima son désir d'inspecter personnellement l'avion Grand. L'avion fut transporté sur place et le 25 juin, d'éminents invités arrivèrent à l'aérodrome. Le tsar fit d'abord le tour de l'avion, accompagné de Sikorsky, comme à son habitude. Sikorsky resta réservé, ne répondant qu'aux questions de l'illustre invité. À la grande surprise du concepteur, Nicolas II posa des questions à la fois pertinentes et remarquablement judicieuses d'un point de vue technique. Après son inspection extérieure de l'avion, l'empereur exprima le désir de monter à bord. Ils montèrent successivement l'échelle jusqu'au balcon d'observation où leur discussion se poursuivit. Le photographe officiel de la cour documenta leur présence. À ce moment précis, l'avion laissa une profonde impression sur l'empereur. En guise de souvenir, Sikorsky reçut peu après une montre en or de Nicolas II. Cette rencontre s'avéra apparemment plus tard déterminante dans la décision du tsar concernant le destin du successeur du Grand. Lilia Muromets, à une époque où des individus incompétents cherchaient à discréditer la réputation de cet excellent avion. Par coïncidence, ce jour-là même, Sikorsky fut contraint d'utiliser pour la première fois des instruments pour le vol sans visibilité. Lors de son retour à l'aérodrome, l'avion rencontra une zone de forte pluie. Le pare-brise fut complètement inondé d'eau, entraînant une visibilité nulle. Malgré les conditions, Sikorsky localisa l'aérodrome avec précision et effectua un atterrissage de routine. À une autre occasion, alors que le Grand survolait la ville à une altitude de 2600 pieds, l'avion se mit brusquement à trembler violemment. Le moteur extérieur droit commença alors à battre de manière irrégulière. Un problème était survenu avec les cylindres arrière. Sikorsky désactiva rapidement le moteur et contraria avec force le mouvement de virage en utilisant la pédale de gouverne gauche, guidant l'avion vers l'aérodrome. Afin d'atténuer le moment de l'essai, le pilote réduisit également les gaz du moteur extérieur gauche. L'avion perdait régulièrement de l'altitude. Droit devant, sur leur trajectoire de vol, se trouvaient les toits de l'usine Putilov. Panasiuk, regardant par la fenêtre, exprima sa crainte que le support moteur arrière n'ait cédé sous l'effet des fortes secousses, risquant de détacher le moteur de l'aile. Sikorsky se contenta de dire « Volodia continue ». Le mécanicien, sans nécessiter d'autres instructions verbales, comprit parfaitement la situation. Il rassembla les ceintures de sécurité de toutes les personnes à bord, puis grimpa sur l'aile. Ballotté par le puissant courant d'air et s'accrochant à un câble et à des entretoises, il traversa rapidement la passerelle en contreplaqué vers le moteur inopérant. Leurs craintes s'avérèrent fondées. Le moteur était sur le point de se détacher de son support. Panasiuk fixa ensuite le harnais de siège au bâti du moteur et l'attacha méticuleusement. Après une dernière vérification de l'intégrité de l'avion, il regagna le cockpit. C'est alors que l'avion pénétra dans un immense nuage de fumée émanant de la cheminée industrielle d'une usine. L'obscurité totale les enveloppa. Les mains de Sikorsky se raidirent sur les commandes de vol. Finalement, ils émergèrent de la fumée dense. Le toit de l'usine semblait dangereusement proche, mais l'aérodrome était désormais également visible et accessible. Avec seulement un léger ajustement de cap, Sikorsky fit atterrir l'avion avec habileté. Ce vol démontra de manière concluante l'efficacité pratique du positionnement des moteurs en ligne le long de l'aile, ainsi que la faisabilité d'y accéder en vol. L'avion effectua de nombreux vols au-dessus de Saint-Pétersbourg, y compris des allers-retours à Gatchina. Le voyage couvrait une distance de 62 miles avec 7 personnes à bord de l'avion. De nombreux spectateurs assistèrent au vol de l'avion colossal et peu de temps après, le Grand fut rebaptisé Ruski Vityaz. Bien qu'il ait occasionnellement porté cette désignation auparavant, le nom fut désormais adopté de manière permanente. Le 2 août 1913, Sikorsky établit un nouveau record mondial d'endurance à bord du Ruski Vityaz. Ce vol record dura 1 heure et 54 minutes, transportant 8 personnes. Cela marqua le début d'une succession remarquable de records mondiaux réalisés par des avions russes, attribuables au développement du premier avion multimoteur au monde. La Douma d'État décerna par la suite à Sikorsky une récompense de 75 000 roubles. Au milieu de l'été, le Ruski Vityaz dut quitter son hangar. Cela était dû au fait qu'une série ultérieure d'essais compétitifs, organisés par le département militaire, était prévue pour août et septembre. Lors de ces essais, Russo-Balt présentait de nouvelles conceptions d'avions, un biplan et un monoplan. Comme les futurs contrats et la réputation de l'entreprise dépendaient de leur performance compétitive, ces avions nécessitaient un entretien optimal. Le Ruski Vityaz fut placé sur une parcelle adjacente à côté du hangar et entouré d'une solide clôture périmétrique.
À cette occasion, Sikorsky ne participa pas personnellement à la compétition. Ces avions furent plutôt pilotés par des pilotes d'essai de l'usine. L'un de leurs rivaux était la figure familière de Hubert Vlinsky. Tard dans la soirée du 11 septembre, Sikorsky se promenait du bureau de l'aérodrome de l'usine en direction des hangars. Lorsqu'il se trouva à environ 300 mètres du Ruski Vityaz, il s'arrêta. Un instinct le poussa à lever les yeux vers le ciel. Planante à une hauteur de 230 pieds se trouvait son éternel concurrent, Hubert Vlinsky. Soudain, un craquement sec retentit et un objet sombre et substantiel se détacha de l'avion. Il devint rapidement évident que l'objet était un moteur. Hayder Vlinsky s'efforça d'arrêter la descente de l'avion presque incontrôlable. Les tringles de commande de la gouverne de profondeur avaient subi des dommages et il lutta désespérément pour sa survie jusqu'au dernier moment. Un impact catastrophique, le bruit de la machine se désintégrant, et puis un miracle. Dessous l'épave, le pilote, remarquablement presque indemne, émergea. Sa survie était évidente d'après la longue et colorée tirade qu'il adressa au tas de débris qui, quelques instants auparavant, avait constitué un avion. L'enquête ultérieure révéla que Haverlinsky avait ressenti une secousse soudaine. L'avion trembla violemment et le moteur, positionné derrière le siège du pilote, se détacha de ses fixations et fut projeté au loin. L'origine de l'incident résidait dans un déséquilibre important, occasionné par une pale d'hélice fracturée. L'équipe au sol, observant les composants internes de l'avion se disperser, baptisa rapidement l'événement Harakiri. Une fois qu'il eut confirmé que le pilote était vivant et indemne, Sikorsky se rendit dans le compartiment du Vityaz. Là, il fut informé d'une mauvaise nouvelle. Un moteur s'était détaché et avait atterri directement sur le caisson de voilure du Grand. La question immédiate était de savoir comment procéder et la décision fut prise de tenter des réparations. L'avion avait fréquemment été exposé à la pluie, ce qui avait entraîné une section d'aile déformée et un revêtement en tissu affaissé. D'importantes réparations du caisson de voilure étaient désormais nécessaires, mais il fut finalement conclu qu'une telle entreprise ne serait pas justifiée. L'avion avait déjà accompli son objectif principal. Plus important encore, il avait démontré la faisabilité de cette conception colossale, réalisant 53 vols totalisant 11 heures sans un seul incident et fournissant une vaste quantité d'informations précieuses. S'appuyant sur les connaissances et l'expérience accumulées, un avion plus avancé était déjà en construction. Le Ruski Vityaz devint ainsi le précurseur fondamental de tous les avions lourds multimoteurs à l'échelle mondiale. Le pionnier de l'aviation italien Caproni fut le premier à, dans une certaine mesure, imiter le travail de pionnier de I.I. Sikorsky. En 1913, suite au développement du Grand par Sikorsky, Caproni construisit l'avion CA-30, doté de 3 configurations distinctes hélices-moteurs. Néanmoins, les hélices latérales étaient chacune alimentées par leur propre moteur via un système de transmission complexe, ce qui entraîna finalement des défaillances opérationnelles. Ce n'est qu'en 1914, lorsque les moteurs furent positionnés sur les côtés des ailes et propulsèrent directement leurs hélices respectives, qu'un certain succès fut obtenu. Cette avancée permet alors le début des travaux de perfectionnement sur l'avion CA-30-1. Par conséquent, le rôle de pionnier d'Igor Ivanovich Sikorsky dans le développement des avions lourds multimoteurs reste entièrement incontestable. Cette réalisation est une profonde source de fierté nationale. Nous vous remercions d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de laisser un like et de partager vos commentaires. Cela aide grandement à promouvoir la vidéo et à favoriser la croissance de la chaîne. Au plaisir de vous retrouver dans nos prochaines vidéos.